Donc je suis Jérôme Casa, producteur, et Roland Giscard d'Estaing m'a demandé de réfléchir à un groupe qui s'adresserait à des futurs talents. Alors j'espère qu'il y a des futurs talents parmi vous, pour donner les clés, pour se donner le maximum de chance quand on veut réaliser un documentaire de sport et faire en sorte de convaincre un producteur, un diffuseur, un éditeur et le public in fine, parce que c'est quand même la finalité. Alors, pour cela, donc, j'ai proposé à 3 experts parmi les meilleurs dans leur domaine, chacun. Je ne vais pas dire le contraire, sinon ça dévalorise cette réunion. Ça commence bien. Donc Christine Coquelin, qu'on ne présente plus, parce que je crois qu'elle fait toutes les tables rondes. Elle peut s'exprimer sur tellement de sujets de Canal+. Eric Anzo, de Black Dynamite, producteur, réalisateur. Voilà. Media One, groupe Media One. Il y a des représentants de Media One. Oula. Oui, mais au sein de Media One, chacun a quand même son identité et son label. Tout à fait. Voilà. Bon, c'est important. Et puis Benoît Pincivi, alors là, c'est de ma part, c'est pas terrible parce que nous sommes associés dans sa société 3W. Il est producteur et réalisateur et aujourd'hui il interviendra particulièrement en tant que réalisateur. Donc merci à vous 3 d'être disponibles et de participer à cette table ronde. Donc proposer un documentaire, comment ça marche. Alors je fais un peu de pédagogie d'abord. Ça fait jamais de mal pour resituer les choses. Et je prends les chiffres du CNC. 2022, c'est les derniers. Ce 2023 ne devrait pas tarder. Et c'est le volume horaire des documentaires, tous les documentaires produits en France en 2022 qui ont été aidés par le CNC. Alors, on voit là depuis 2013 jusqu'à 2022. Et les documentaires sont là. Une chute, une jolie piste de ski d'ailleurs. Un peu piste noire au début, piste bleue, verte et rouge un peu. Et puis là, on voit la fiction, l'animation, le spectacle vivant et magazine culturel. C'est juste pour donner une idée de ce que représente le documentaire en France, à nouveau aidé par le CNC. Donc il y avait 3092 heures en 2013 et en 2022, nous sommes descendus à 1669 heures. Donc c'est vous dire que c'est un secteur, pour les docs aidés par le CNC, qui est pas triomphant, qui est pas en pleine boom, qui est pas, voilà, c'est un secteur difficile. Ce que je veux pointer là, c'est le travail des auteurs, réalisateurs qui font des projets aujourd'hui. Ils doivent s'inscrire dans une concurrence. Il y a énormément de projets, mais il y a moins d'élus depuis quelques années et notamment depuis 2013. Après, je veux pas rentrer dans les détails pourquoi on est arrivé dans cette situation avec le CNC. C'est comme ça, c'est un fait. Voilà, c'est le point que je voulais faire ressortir. Hier, j'ai montré dans une autre table ronde, je le remonte pour ceux qui n'étaient pas là et pour comprendre dans quel marché on se positionne. C'est le marché du documentaire de sport en France, avec les chaînes France, ici, internationales, les chaînes payantes, les chaînes gratuites. Donc, ça donne un panel, ça donne une vision à peu près des acteurs principaux, j'en ai peut-être oublié, et n'hésitez pas à me corriger. Mais donc, on voit bien qu'en chaîne payante, plutôt française, quand bien même c'est maintenant un grand groupe international, Canal+, est très présent. Il y a aussi RMC Sport. Et puis, une chaîne comme L'Équipe qui est gratuite, mais qui a aussi une offre payante de documentaires sur sa plateforme. On voit là les chaînes historiques, France Télévisions, M6, TF1, qui proposent du documentaire de sport, mais pas en grande quantité. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu dans un coin et moins présents que par exemple que Canal+. Et puis vous avez aussi d'autres acteurs comme YouTube, où c'est gratuit, effectivement, et qui proposent, grâce aux talents qui publient et qui diffusent leurs œuvres sur YouTube, qui proposent aussi des documentaires de sport, peu importe la durée. Et puis vous avez les acteurs internationaux, alors Red Bull Media, par exemple, qui est, pour le coup, fait une offre de diffusion gratuite, mais qui finance eux-mêmes toute la production de nombreux documentaires de sport. Les chaînes américaines, tout ça c'est assez classique. Les chaînes anglo-saxonnes, ESPN, et puis les acteurs payants, mais qui sont assez impliqués avec la France dans l'offre, beIN Sport, Eurosport, Prime Video, Netflix, HBO Max qui arrive, Paramount+, notamment DAZN et Apple TV aussi, qui proposent du documentaire de sport et de temps en temps produit et réalisé en France, sur les thématiques françaises. Voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un veut compléter ce tableau, mais ça nous donne une idée de ce qu'est ce marché d'un point de vue économique et de diffusion aussi, et d'accessibilité pour ces documentaires. Et enfin, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Qui sont les acteurs du documentaire de sport? Alors, j'ai listé
les grandes familles, les auteurs, réalisateurs, réalisatrices, les producteurs, productrices, les éditeurs, diffuseurs. Parfois on dit que les diffuseurs ou que les éditeurs. Moi je mets les deux ensemble parce que c'est lié en fait. Ce qui compte in fine c'est la diffusion. Mais il y a un travail d'édition avant, un travail de partenariat avec les créateurs. Donc voilà. Et puis j'ai rajouté le public qu'on a parfois tendance à oublier dans cette démarche, surtout quand on est soi-même auteur créatif. Parce que la motivation première, c'est de raconter une histoire, et parfois on se pose même pas la question de savoir pour qui on veut la raconter. Et je crois que c'est important dans un parcours, et notamment pour les plus jeunes, de jamais oublier le public. De se dire, je fais pas juste un film pour moi, pour ma grand-mère ou mes potes, mais je fais un film pour... Et ce pour amènera derrière, mais on va en parler tout de suite, de cette chaîne d'acteurs, mais ça amènera derrière la réflexion de savoir quel producteur je vais voir et quelle chaîne je vais derrière espérer, toucher, viser. Dans cette famille, peut-être Christine, un petit mot, un petit commentaire. Toi, tu es dans cette catégorie des éditeurs-diffuseurs et tu travailles avec les auteurs et les producteurs. Quand un projet arrive, en tant qu'éditeur et diffuseur, c'est quoi ta première curiosité? C'est le talent? C'est l'histoire? C'est celui ou celle qui accompagne le talent, en l'occurrence les productrices ou les producteurs, ou est-ce que c'est un peu tout ça? C'est un peu tout ça. C'est-à-dire que, évidemment, le projet il m'arrive, il est soit porté par un auteur, tout seul. Alors là, très vite, je le renvoie vers un producteur, parce que nous, on travaille qu'avec des producteurs indépendants. Parfois, le projet est porté par un réalisateur, un auteur et un producteur. Donc là, on peut commencer à discuter. Et puis oui, le public, ça, c'est une évidence pour nous. Alors, nous, sur les docs de sport, parce que c'est ça dont il s'agit, oui. On est très intéressé par des documentaires qui vont nourrir les piliers des droits que l'on a déjà. Donc, c'est les sports mécaniques, c'est le rugby, c'est le foot, c'est la MotoGP. Je te regarde parce que tu les connais mieux que moi. Non, c'est ça. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, on est plutôt content quand on vient nous porter un projet qui a à voir avec ces sports, parce que notre public regarde ces compétitions tous les week-ends, et donc ils sont contents quand on vient nourrir la proposition. Mais évidemment, il y a toujours des exceptions. Là, il y a un McEnroe que vous avez peut-être vu, qui est très beau, moi que j'aime beaucoup, et qu'on a raconté parce que c'est une grande figure du sport, et que quand même les grandes figures, elles ont une place sur Canal, quoi qu'il arrive. Donc, au coup par coup, on examine aussi des choses qui sont à la marge pour nous par rapport à nos droits. Alors évidemment, ce qui est important, c'est la proposition. Alors la proposition... on va y venir après. D'accord. On va y venir après, on va rentrer dans le détail. D'accord. Ensuite, même comment constituer un dossier, etc. D'accord. On va y venir après. Peut-être, Eric, alors, dans ton rôle de producteur dans cette chaîne-là, toi, tu reçois, ou tu vas chercher des auteurs, ou tu reçois des projets auteurs-réalisateurs, et pour ensuite essayer de les faire vivre auprès des éditeurs-diffuseurs. C'est quoi la petite étoile quand le projet arrive, ou quand tu vas chercher un talent? C'est quoi qui te fait, à un moment donné, basculer du bon côté? Il y a plusieurs paramètres. Si c'est moi, j'allais dire... parce que je manque pas d'idées. Est-ce qu'elles sont bonnes? Je sais pas forcément, mais en tout cas, j'en manque pas. Ça se bouscule dans ma tête. Non, je suis mon instinct quand même pas mal sur des envies, sur des convictions, sur des choses que je peux voir qui m'interpellent. Je me dis bon sang, j'ai l'impression que le traitement ou le point de vue sur tel sportif, telle compétition, etc. Puisqu'il s'agit de sport, j'ai l'impression que j'en ai pas assez, ou que je m'inscris en faux par rapport à ce que je vois. Et je pense que le documentaire répond aussi à ça, c'est des temps longs. Donc c'est aussi l'occasion de réfléchir, d'aller un peu plus en profondeur, de jouer aussi avec le temps de tournage, avec etc. Il y a plein de manières de l'envisager. Donc j'allais dire, pour moi c'est ça. Pour moi je suis mes convictions et je me dis tiens, je cherche en fait, et je me dis est-ce que ça existe? Et si ça existe pas, je me dis il est peut-être temps d'y aller. Alors après on a toujours cette interrogation de se dire si ça existe pas, c'est peut-être parce qu'il faut pas le faire. mais en gros moi je fonctionne beaucoup comme ça. Après, nous on travaille de manière très collective, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des rôles, il y a des fonctions, c'est important, mais on a plutôt tendance chez nous, chez Black Day, j'allais dire, tout le monde est un peu autour du projet, tout le monde a le droit à la parole. Je pense que c'est vraiment hyper important. Moi, c'est ce que j'aime dire souvent, c'est attention au stagiaire, c'est peut-être lui qui a la meilleure idée, la meilleure vision. Encore faut-il qu'il se sente capable de la donner. Donc c'est ça. Après, il y a la rencontre.
Je vais dire, si on parle de sport, après il y a la rencontre avec un réalisateur, ou ça peut être avec un sportif, parce que je vais dire dans les acteurs, je me demande s'il n'y a pas le monde du sport aussi qui doit s'inscrire dedans, parce que c'est propre au sport. Et qu'on est face à et que c'est très difficile d'avancer sans eux, pour à tout point de vue, les droits, les accès, etc. Et même un sportif, s'il est d'accord, souvent il y a l'entourage, il faut composer avec l'entourage, avec les clubs, avec etc. Enfin, c'est tout un process qui a l'air lourd comme ça, mais on s'habitue, hein, et finalement, c'est plus un sujet au bout d'un moment, mais c'est quand même des passages obligés. Donc oui, après sinon il y a la rencontre avec un talent, quelqu'un qui arrive avec une vision hyper forte et qui nous bouscule. Je pense que ça c'est toujours le truc magique de nos métiers, où on sort, on a des étoiles dans les yeux et puis on se dit voilà, c'est génial. Et puis on se sent content de se dire on va essayer de donner la force à cette personne pour qu'elle aille au bout de quelque chose qui, moi je dis souvent viscéral, mais c'est pas une formule en l'air. J'y crois vraiment à ça. Un documentaire, c'est un chemin, c'est long, c'est compliqué, ça peut être compliqué, ça impacte quand même la vie quand on le fait sérieusement. Moi je crois. Moi j'ai commencé comme ça, en suivant. J'étais journaliste à Stade 2, j'avais la chance de suivre l'athlétisme. Je faisais des formats courts, donc, puisque c'était Stade 2. À l'époque, c'était très cloisonné. Excusez-moi, peut-être que je m'égare, mais c'était très cloisonné. Et en gros, on considérait que le documentaire était un genre noble, donc pas pour le sport. Mais vraiment, et je vise personne. C'est comme ça, c'était l'époque. Et donc, je suis parti, moi, parce que j'avais envie de me confronter à cet exercice-là et de me dire est-ce que j'en suis capable. C'était déjà le premier sujet. Et ensuite, parce que je considérais que sur des formats courts, les accès que j'avais, notamment en athlétisme, ça suffisait pas. Ça méritait plus. Ouais, et que ça me travaillait. Et je suis parti comme ça. Voilà, parfois c'est ça. Et puis on a besoin de se confronter à des choses. Et peut-être le troisième axe, parce qu'il y a aussi le business, évidemment, c'est essayer de trouver un modèle vertueux, parce que je crois que la programmation en sport, elle est quand même énormément liée à l'agenda sportif. Et je dis ça pour ceux qui commencent. Est-ce que vous pouvez gagner du temps en essayant de monter un projet qui s'inscrit dans une réalité temporelle? C'est-à-dire, l'exemple le plus parlant, c'est les Jeux à Paris, forcément. Il y a plein de gens qui, j'espère, se sont dit, tel sujet d'habitude, il passe pas, mais là, comme il y a Paris, les gens vont en vouloir, il va y avoir, entre guillemets, une demande plus forte. Ceux qui arriveront en septembre avec un projet documentaire sur les Jeux Olympiques, ça arrive d'être un peu plus compliqué. Mais voilà, pour moi, il y a aussi cette logique-là, quoi. Voilà. Et Benoît, alors qui est aussi producteur, mais plutôt en tant que réalisateur, toi, quand tu portes un projet où tu accompagnes aussi des jeunes réalisateurs parfois, ton premier instinct, ta première approche, c'est l'histoire ou c'est la manière de la raconter ou... Alors nous, on a 3W, c'est une entreprise artisanale. Donc on est 90% des projets sortent de notre tête. Donc on en a peu qui viennent d'ailleurs. Donc la première chose qu'on se dit, parce que finalement celui qui démarre, il a un peu la même approche que celle qu'on a, c'est ça part d'une idée qu'on a très envie de faire. Parce que je crois que c'est Eric qui le disait hier. Il y a quand même quelque chose d'instinct qui est je dois la faire quand même. Et après évidemment tout de suite il y a est-ce qu'elle est faisable, est-ce qu'elle peut rencontrer un intérêt d'un autre producteur si je suis réel seul ou d'un diffuseur éventuel, d'une plateforme, etc. C'est-à-dire à l'intérêt, c'est-à-dire par rapport à l'ADN, par rapport à la temporalité, en effet. Et donc ça, cette question doit être simultanée parce que sinon on perd l'énergie pour rien, en gros. Il faut essayer d'être, ce marché étant très difficile, il faut essayer d'être le plus efficace possible dans sa réflexion et tout de suite essayer de la structurer quand même. Donc si on arrive à avoir, si on a très envie de quelque chose, qu'en cherchant un petit peu, on se dit elle peut avoir un intérêt pour ce diffuseur, cette plateforme ou ce producteur si je suis pas producteur moi-même. Et je l'ai un peu structuré déjà, je peux commencer à aller voir quelqu'un. Voilà, pour répondre à ta question de manière un peu pragmatique. Alors on va rentrer justement un peu plus dans le détail. D'abord, je pensais qu'on pouvait se poser la question de quelle histoire raconter et dans quelle histoire, c'est pourquoi et quelles sont les motivations de l'auteur, l'autrice, titre personnel, pourquoi j'ai absolument envie de raconter cette histoire, quelle est ma légitimité, ça c'est quelque chose qu'on entend et qui parfois sont des barrières à faire tomber parfois. Et parfois il n'y a pas besoin d'être légitime, mais
c'est une interrogation et trouver les moyens d'y répondre, et notamment quels sont mes accès, parce qu'on parle de doc de sport et souvent c'est avec des athlètes de très haut niveau, des stars, et vous l'avez décrit, et tout l'environnement qu'il y a autour. Et puis, une question qui, je crois, parfois n'est pas assez posée, c'est pour qui? Quel public serait le plus intéressé par cette histoire, et donc quels moyens pour ensuite approcher ce public-là. Voilà. Alors, sur la question de la motivation, Eric t'en a déjà parlé, et tu viens de le dire d'une certaine manière, quand tu dis qu'il faut que ce soit un peu viscéral, et parfois les auteurs comprennent pas très bien, alors vont écrire... oui, alors, dans leur note d'intention, quand j'étais petit, je regardais les Jeux Olympiques à la télévision, ça m'a toujours donné envie. C'est pas de ça dont on parle. Et est-ce que tu peux élaborer un petit peu dans ces fameuses motivations, ce que toi, en tant que producteur, t'attends de comprendre chez le talent en question? Bon, c'est le regard, c'est la question du regard, et je trouve que le plus, enfin, en fait, ça dépend des genres. Il y a 10 000 manières de s'exprimer en sport et en documentaire sportif. Mais si on prend à la limite l'étude de caractère, par exemple, ce qui est assez difficile, je trouve, c'est le regard, c'est la conviction qu'on est capable de dérouler un point de vue qui n'existe pas déjà, ou qui va compléter des éléments existants. Moi, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, moi, qui me passionne. Et on y arrive parfois, pas toujours. C'est vrai, hein. Parfois on a l'impression qu'on va y arriver et puis finalement on reste en surface. Voilà, moi je sais, enfin, je parlais d'anecdotes, mais moi je sais que au début, je cherchais des repères et moi je les trouvais en presse écrite. C'est-à-dire que je lisais, au début des années 90, je lisais tous les portraits de Libé. Et parfois, la dernière page. Parfois, j'avais un petit carnet et j'écrivais des extraits de ces portraits. J'inventais rien, c'était pas mon style. Mais ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait un style, justement. Et qu'il y avait un point de vue, et je me disais, bon sang, faut que j'arrive à rentrer dans cette matrice. Donc voilà, ouais, si on est sur une étude de caractère, c'est ça. Après, c'est la beauté du sport. La beauté du sport, ça peut être juste l'émotion ou le travail de mémoire collective. Voilà, je pense que on a beaucoup parlé des viandes et des bleus. Je pense que le premier truc, c'est la mémoire collective, c'est voilà ce qu'on a vécu tous ensemble, c'est toutes ces valeurs qui s'expriment. Après, il y a un choix, il y a un réalisateur, etc. Mais je pense que c'est différent d'Alice the Glue Test, par exemple, de Klein, qui est quelque chose qui m'a beaucoup moins influencé, parce que d'un seul coup, je voyais quelqu'un qui mettait pas sa caméra comme tout le monde, qui était presque du free jazz, et ce qui m'a parlé moins, c'est que d'un seul coup, on parlait d'Ali, mais on pouvait s'arrêter chez Malcolm X, on pouvait aller dans une école dramatique à Harlem, et quelque part, on racontait les États-Unis, d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, je sais pas si je réponds à ce truc, mais la motivation, en fait, elle est partout. C'est-à-dire que, quand on fait, je vais parler de ce qu'on a produit parce que ce sera plus simple. Non, mais on peut à la fois, parfois, prendre des exemples concrets. On fait Griezmann à la demande d'une plateforme. C'est simple, ils sont champions du monde, il y a une demande express d'avoir du contenu. On le fait. Est-ce que ça a moins de valeur qu'un autre doc? Pour moi, non. Voilà, on le fait du mieux possible, etc. Mais on le fait avec les éléments qu'on a à ce moment-là et le temps qui nous reste. Même ordre d'idée, pour des raisons personnelles. Je m'interroge sur les questions d'identité nationale, c'est les trucs qui me hérissent le poil. Et à un moment, pour avoir eu la chance de m'occuper de l'équipe de France il y a quelques années, je m'interroge sur les responsabilités qui incombent aux Bleus, quoi, et tout le poids qu'ils ont et toute la charge mentale qu'ils ont. J'ai pas de point de vue, je sais pas. J'ai vécu des trucs, j'ai vu des trucs, puis je me dis allez, on y va. Et on va presque faire une embuscade. Parce que je trouve que le sport, c'est aussi cette beauté-là. C'est les gens, sur le papier, on vend quasiment, venez voir 20 ans d'équipe de France, et en réalité, on parle d'identité nationale. Donc oui, vous allez voir des buts, mais pas comme vous l'imaginez. Et moi, je trouve que c'est ça la richesse du sport. Donc les motivations, elles sont multiples. Et je pense qu'on se réinvente. La preuve, on parle de McEnroe. On parle de McEnroe et on se dit finalement il y a dû en avoir des docs, il y en a eu des docs sur McEnroe. J'imagine. Pas du tout. Avec lui, non mais voilà, donc dans 30 ans peut-être quelqu'un fera un doc sur Zidane avec un point de vue complètement nouveau, etc. Voilà, moi par exemple, ça fait longtemps que je me heurte à ça où je me dis tiens, j'aimerais bien faire un portrait analytique de Zidane. Bon, je l'ai pas encore matérialisé, mais sans doute parce que c'est pas encore prêt dans ma tête. Voilà. Je recommande un très beau film
sur Canal+, mais je pense qu'il est plus disponible à cause des problèmes de droit d'archives dont on a parlé hier. C'est Zidane, le dernier match, que j'ai eu la chance de produire, un film d'Alix Delaporte et avec Stéphane Meunier, et qui racontait la carrière de Zidane et avec tous ces personnages. Et dedans, tu peux déjà te nourrir, si tu veux. Je t'enverrai un lien. Mais voilà, un film qu'on ne peut pas voir parce que les achats d'images d'archives, qui ont été achetés à l'époque pour quelques années, au bout des 5 ans, elles sont plus disponibles. Il faut les racheter. Et à l'époque, c'était, je crois de mémoire, un budget de 300 000 € d'images d'archives. C'est-à-dire la moitié du budget. Et qu'aujourd'hui, si Canal+ souhaitait le rediffuser, et s'interrogeait de savoir est-ce que ça vaut le coup de remettre 300 000 € pour le rediffuser. Voilà. Ça faisait partie des questions qu'on abordait. Toi, Christine, quand tu reçois un projet comme ça, voilà, est-ce que entre la légitimité, l'accès éventuellement exclusif, ou les motivations personnelles, ou l'objectif du public, est-ce qu'il y a quelque chose qui domine, ou à nouveau, c'est un peu de tout ça, et ça dépend de chaque histoire et chaque projet? C'est quand même un peu toujours tout, parce que évidemment, si je vois arriver un réalisateur et ça arrive qui me dit qu'est-ce que vous pensez si on faisait un Dupont? Je dis ok, faisons un Dupont, mais comment, pourquoi, quel est votre lien avec le sujet? Souvent les gens viennent tester, ils pêchent, mais moi je ne sais pas répondre à cette question-là, parce qu'en réalité ça dépend vraiment du coup de la motivation, de la légitimité, etc. Évidemment, parce que s'il n'y a pas d'accès, s'il n'y a pas une conviction, parce que quand même ce qu'on oublie de dire, les gens viennent faire du documentaire en se disant c'est moins dur que le cinéma, mais c'est beaucoup plus dur que le cinéma, parce qu'il y a tout à construire dans un documentaire. Il faut aller chercher les accès, il faut convaincre un nombre de monde incommensurable, parce que là on n'a pas parlé de tout l'univers du sport, mais il y a les agents, il y a les fédérations, il y a les ligues, il y a les clubs. Il y a les clubs, enfin ça n'arrête jamais, et ils ont tous un intérêt ou pas à ce que le film se fasse, donc ça fait beaucoup d'intermédiaires, donc quels sont les accès? Évidemment, c'est très important. Et puis, après, pour quel public, quels moyens pour le toucher, ça c'est presque après. Parce que, au fond, quand je vois arriver quelqu'un qui a une vision, là on m'a proposé un Giroud, moi franchement, pour moi Giroud c'est un personnage paradoxal, donc il y a toute la matière d'une narration, il y a quelque chose à raconter autour de ce personnage. Mais on n'est pas venu me dire on va faire la carrière de Giroud, parce que ça ne m'aurait pas intéressé du tout. Mais c'était un point de vue, c'était aussi la compréhension du personnage, c'était le fait qu'il accepte de parler, c'était quel accès on avait à son entourage, c'était comment on allait pouvoir accéder à ses fondements, à ses motivations profondes, à sa vision du monde. C'est tout ça en fait qui m'intéresse, et c'est ça qui va nourrir un récit, et un récit qui est bien au-delà d'une chronique, qu'on fait très bien dans un service de sport d'ailleurs, c'est-à-dire un reportage où on va attendre le micro, on va capter quelque chose dans une actualité, un moment et un contexte. Là, on est dans du temps long, on est dans quelque chose qui gratte aussi, parce que pour eux, c'est compliqué d'aller se questionner sur ces sujets-là. Il y a une scène incroyable dans le Giroud, je vous en parle parce qu'il arrive là bientôt, dans une semaine, je crois, sur Canal. Il y a un moment où il parle avec son frère, ils sont dans un grenier, ils échangent sur le rapport qu'ils avaient, et le moment où Giroud lui dit il y a un moment il fallait que tu me lâches, parce que c'était plus possible. Il ne se l'était jamais dit, et devant la caméra ils se disent mais c'est incroyable, on n'en a jamais parlé. Et donc voilà, il faut vraiment il faut être capable d'aller chercher ça. Et c'est pas juste s'intéresser au sport pour le sport, à l'exploit sportif, mais c'est essayer d'aller chercher la part d'humanité qui va nous relier à eux en fait. Moi c'est ça qui m'intéresse. Je suis pas une fan de sport, je m'en mêle toujours dans les premières ligues, je suis toujours à côté de la plaque, mais au fond parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est comment est-ce que des hommes ordinaires font des choses extraordinaires, et sur quoi ils s'appuient pour devenir qui ils sont, et comment ils expliquent expliquer ou comment ils transmettent cette capacité à se dépasser en fait, et quel impact ça a aussi sur leur vie, et du coup comment ça modifie leur vision du monde. Voilà, moi c'est vraiment ça qui m'intéresse. Benoît, tu peux, sur les motivations notamment, je sais que toi tu défends toujours des projets qui te tiennent à cœur, vraiment. C'est difficile de te faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, et c'est très bien. Ça rentre à quel moment? Non, en fait, je vais préciser ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je dis quelque chose dont tu as très envie.
quelque chose dont on est convaincu, une histoire dont on est convaincu qu'elle mérite d'être racontée. C'est pas juste pour soi, justement. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est que moi, à la base, je suis journaliste, donc je creuse, je regarde. Toi aussi, tu as connu la rédaction comme oui, je fais la presse écrite à la base, donc il y a une démarche d'enquête et qui me fait dire qu'à un moment donné, cette histoire mérite d'exister à un plus grand nombre possible. Après, on peut discuter de comment on fait pour le ramener au plus grand nombre possible. C'est là où la réalisation rentre en ligne de compte et la production, bien sûr. Mais et c'est un message que j'en suis parce que parfois, en fait, quand on démarre, on a une idée qui nous semble, qui est parfois très bonne. Mais évidemment, le chemin vers Christine ou vers d'autres acteurs nous semble extrêmement long. Il y a des acteurs parfois locaux qui peuvent être la presse écrite, qui se digitalisent, les chaînes locales, voire même évidemment les réseaux sociaux, parce qu'une des bonnes manières en fait de faire exister une idée quand on n'a pas de moyens, qu'on n'a pas de réseau, c'est aujourd'hui il y a des moyens de le faire, pas cher, et le plus dur pour convaincre quelqu'un, c'est quand même de se faire projeter dans son histoire. Et c'est ça que souvent quand Christine un Dupont, ça t'intéresse. Ça suffit évidemment pas. A priori, oui. Mais c'est même contre-productif en fait, souvent, parce qu'en fait on dit le mec est pas sérieux, il me mène ça comme ça, je sais même pas quels sont. Il vaut mieux parfois se la fermer d'abord, bosser dans son coin et amener même une minute, parce qu'un professionnel il est capable de voir si quelqu'un a un œil ou pas. Si déjà il y a quelque chose, ça peut être la réelle, ça peut être l'histoire, ça peut être. Et là on va avoir envie d'accompagner. Donc voilà, je voulais envoyer ce message parce que je pense que c'est important. Il y a beaucoup de talents qui se perdent comme ça, en se disant j'ai pas l'accès, j'y arriverai pas. Donc la motivation, elle est, ça mérite d'être raconté. Il y a du chemin. Après, la route est longue. Pour l'anecdote, j'ai un jour un jeune caméraman qui vient me voir et qui me dit je rentre de Libye, c'est au moment du printemps arabe. Et il me dit, je sais que vous êtes sensible à ce genre de sujet, peut-être, je voulais vous montrer. Et il me montre une séquence incroyable d'un bombardement avec des photographes français qui couvrent ce bombardement et qui eux-mêmes découvraient pour la première fois des terrains de guerre. Et je suis subjugué devant ces images, alors, très court, mais il se trouve que j'ai vécu ce genre de choses en tant qu'ancien caméraman à Beyrouth. Donc ça me parle immédiatement, je sais les risques, je sais les dangers, je sais ce que raconte cette image-là. Et il me dit, tu crois qu'on pourrait vendre ça pour un JT ou peut-être faire un envoyé spécial? Je lui dis, non, mais tes personnages là, ils sont extraordinaires, on va en faire un documentaire. Bon, j'ai mis 4 ans à vendre le film. Hein. Il s'est passé du temps. C'est comme ça. Tu dis la route est longue, oui. Elle peut être très très longue. Et ben ce film a été primé depuis, c'est Jérôme Clément-Ville, ça s'appelle Un baptême du feu, il était diffusé sur France 4. Et c'est un documentariste avec un vrai point de vue, très original sur la vie en général. Bon, voilà, ça tient qu'à ça. Et peut-être qu'il serait allé voir un autre producteur, et ils auraient peut-être vendu 10 000 balles les images au JT de TF1 ou de France 2. Bon, voilà, donc c'est aussi des histoires de rencontres. Un des conseils que je donne, parce que souvent les chaînes, de plus en plus, depuis 10 ans, 15 ans sur le documentaire, ont pointé du doigt un petit travers français, et qui était de nous dire, à nous producteurs et aux auteurs, autrices, etc., c'est de dire, arrêtez de nous vendre un sujet, Dupont, racontez-moi une histoire. Voilà. C'est toute la différence. Si je peux le résumer en une phrase, c'est pas un sujet, un thème. Dupont, ouais, super, génial, bah oui, moi aussi. C'est la vision. Et pourquoi pas le pape, quoi. Enfin, d'accord, mais c'est pour raconter quoi. Voilà. Moi, sur le public, je suis très à l'aise avec la notion de public. C'est un truc que j'ai réglé, paradoxalement, à TF1. J'ai fait quelques années à TF1 et au départ, j'arrivais du service public, donc je connaissais pas TF1. Je n'avais pas de mémoire de téléspectateur de TF1. Donc, et très vite, il y a une logique claire, c'est qu'il faut plaire à un maximum de monde. Et moi, j'avais peur, je savais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, avec le temps, j'ai compris que, et c'est pour ça que je suis très à l'aise avec ça maintenant, c'est le public, c'est moi, c'est nous. La question, c'est est-ce qu'on se respecte, en fait. Et si on considère qu'on est à peu près normalement constitué, donc moi je me dis, je le fais pour mon cercle de proches, et donc par extension d'autres gens, parce qu'autour de nous, il y a suffisamment de gens de, je l'espère, de milieux différents, pour des histoires différentes, etc. Et je regarde déjà dans ce cercle-là si je suis capable de les attraper ou de les embarquer sur quelque chose.
Et après, je pense que, enfin voilà, je vais pas plus loin que ça, sincèrement. Donc, je trouve que c'est, enfin moi, c'est des notions que j'ai réglées depuis très longtemps. Ça veut pas dire que ça marche à tous les coups, mais ça peut être la nuance, ça peut être le public de l'interlocuteur auquel tu parles, parce que le public de Canal n'est pas forcément celui du public. Oui, non, mais après, ça évidemment, mais ça, j'allais dire, c'est la manière notion de raconter. Mais ça, c'est la notion de viser juste. C'est-à-dire que effectivement, je vais pas aller voir Christine pour lui proposer un truc qui colle pas du tout avec la grille de Canal, ou alors faut que je sois certain que ce soit disruptif et qu'il se passe quelque chose de très fort. Et justement, on va en parler. Mais... Et après, moi, je pense qu'en sport, il y a quand même un paramètre qui est important. Et je parle pas que des gros noms du sport. Les gros noms du sport, il y a effectivement il y a des étapes à franchir, quand bien même tout le monde a envie. Mais je pense qu'avec le temps, moi, ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il faut pas avoir peur de perdre du temps, justement, avant d'y aller. C'est pas parce qu'il y a une superstar qui dit je veux qu'il faut y aller. Souvent, on se dit il faut y aller, c'est un nom, ça va se vendre, ça va être facile, etc., etc. Il faut pas avoir peur de discuter, de se voir. Il faut se renifler, quoi. Vraiment, il faut essayer de comprendre pourquoi la personne est prête à ouvrir les portes. C'est con, mais en sport, c'est quand même c'est la matière première, parce que derrière, déjà, c'est des gens qui ont des emplois du temps et qui ont des contraintes très fortes. Il y a une prise de risque quand même quand on produit de documentaires sportifs de manière générale, on est tout le temps un peu en risque. Un sportif, c'est une matière. Alors, je mets les archives à part, parce que là. Mais pour toutes les histoires en immersion. Toutes les histoires en immersion, les sportifs en activité, à tout moment ça s'arrête, à tout moment ça peut basculer, etc. À tout moment. Donc et tout peut changer. C'est-à-dire que vous pouvez moi ça m'est déjà arrivé de dealer avec un sportif dont l'histoire m'intéressait, qui jouait dans un club anglais de foot, un gros club, tout le monde est d'accord. Il y a un changement d'actionnariat au sein du club, moi je tourne depuis 2 mois, c'est fini. C'est fini. Tout s'arrête. Là le producteur est tout seul. Mais non, mais c'est pour ça que c'est propre. En fait, il faut aimer cette notion de risque. En sport, parce qu'elle est inhérente au truc, il y a une notion de pari, quoi. Mais à la limite, comme les sportifs, c'est ce qui nous met un peu à égalité, c'est que ils essaient d'atteindre quelque chose, et nous aussi. Il y a beaucoup d'œuvres audiovisuelles, en documentaire notamment, où cette prise de risque initiale, elle existe, même sur d'autres sujets que le sport. Non, mais c'est particulièrement vrai en sport. La réalité est que, on avait fait Teddy Riner pour Canal+, de 2011 à 2014, je sais pas, je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, ouais. Avant Rio. On a tourné 3 ans, sur fonds propres, parce que des fois ça se passe comme ça. Après c'est arrivé chez Canal, super, mais parce qu'on se dit on tourne et on est pris dans quelque chose. Souvent, ça c'est pas toujours évident, en fonction de mais je crois dès qu'on est sur des principes immersifs, moi je sais que nous souvent on tourne tout de suite, sans attendre le diffuseur, parce qu'on a besoin nous déjà de savoir, on en parlait déjà un peu hier, mais on a besoin de savoir si on dit la vérité au diffuseur, si on a les garanties nécessaires, et en face on a des gens qui sont quand même dans des logiques extrêmement cadrées. Un sportif de haut niveau, déjà, en général, il fait des interviews de 10 minutes, un quart d'heure, tout est hyper millimétré, et il prend pas la mesure, il a envie de son doc, comme tout le monde, mais il prend pas la mesure en fait, on va tourner 1 an, et puis il va falloir qu'il nous... Ce que ça signifie vraiment, comme implication de leur part. Ça, et personne autour d'eux, d'ailleurs, ne le sait, ou au contraire, ils cherchent tous à les protéger au maximum, et la caméra, il faut qu'elle sorte là. Non, c'est là que ça commence. Donc ça, je pense que c'est propre au sport quand même. Ouais. Christine, tu voulais compléter sur le public notamment Je t'ai vu réagir, non Sur le public, non, je voulais dire quelque chose sur la spécificité d'un doc pour Canal+. C'est vrai que nous, on est une chaîne de cinéma et une chaîne de sport, et donc l'image, la façon dont les choses sont filmées, c'est très très important pour nous. C'est un prérequis, et donc c'est quelque chose aussi que moi je vais essayer d'évaluer très vite. C'est à quoi va ressembler le film en fait, et pas seulement dans l'intention. C'est quand on lit un dossier, moi je dis toujours est-ce que la télé s'allume, quoi, est-ce que à un moment je vois le film, mais c'est surtout aussi quelle dimension cinématographique il va avoir. Donc pour moi, un des exemples très réussis, c'est le McEnroe que vous avez peut-être vu, parce que c'est un film de cinéma, quoi. Et c'est ça qui est important. Et parfois, on a des accès formidables, et puis c'est pas génial en termes de tournage, mais parce que l'équipe qui avait accès à ce moment-là, c'était celle-là, et on pouvait pas faire mieux, et il n'y avait pas moyen de faire montrer une compétence supplémentaire. Et voilà. Donc, mais moi, mon Graal, c'est quand même le fond et la forme, quoi. C'est que ce soit. Alors, pour arriver à un film ambitieux
et qui puisse convaincre Christine. C'est important de convaincre Christine. Alors, On est attends, tous là pour- j'ai une dernière chose Et c'est difficile. sur Et le c'est pas temps. facile. Sur le Elle est temps. très exigeante. Sur le temps, nous, on fait un poste là qui va arriver à la rentrée. On a mis 1 an et demi à attendre sa réponse. Oui. Et c'est fou parce qu'il avait dit non à tout le monde. Et moi, j'avais une productrice qui avait jamais produit de documentaire sportif, mais qui avait fait de la fiction. Elle m'avait dit, écoute, moi, je sais que je vais la voir. Et donc, on a fait le pari toutes les deux. Elle me dit, parce que t'es pas pressée. Je lui dis, moi, si j'ai le poste, je suis prête à attendre. Ouais. Et elle me dit, bah moi, je suis pas pressée non plus. Donc, on va lui laisser le temps. On va pas le lâcher. Donc, elle prenait des nouvelles. Elle a été maline. Elle a attendu que les grands prix ça passe, etc. Et elle discutait avec lui. Et pendant qu'elle discutait, elle lui demandait qu'est-ce qu'il pourrait raconter dans une série qu'il n'avait pas déjà dit, quelles étaient les choses qui étaient importantes pour lui. Et en fait, elle commençait à travailler au fond de façon informelle sur la série. Au bout d'1 an et demi, il a fini par nous dire oui. Donc en fait, le temps, c'est souvent, comme tu dis, un gage une garantie d'obtenir finalement, parce que pour le sportif, c'est aussi un intérêt qui ne se dément pas et qui est là et qui perdure et il n'y a pas de renoncement, il y a une envie qui s'installe. Donc ça, c'est très important. Alors pour arriver à ce résultat-là, donc je le disais, quelles sont les étapes pour autrice, réalisatrice, réalisateur? J'ai un peu insisté lourdement à écrire. Alors c'est une tradition un peu française au départ, mais n'importe quel film hollywoodien passe par énormément d'écriture, donc on va pas rester bloqué par cette image que l'on a entre guillemets. Écrire. Alors vous allez me dire oui, mais là je vais avoir un accès avec Olivier Giroud, mais je vais le filmer tous les jours et puis ça va être génial et que ça suffit pas. C'est un peu ce qu'on vient déjà de dire, mais je tiens à le dire pour ceux qui ont des projets, qui ont envie de proposer des projets, ou dans le même genre, ça m'a fait penser hier à une table ronde, ah ouais, Jérôme, j'ai un truc génial, c'est avec Prost, c'est une série, c'est pour Netflix. Non, je m'en fous de ça. Dis-moi d'abord, c'est quoi l'histoire, quel accès, tout ce qu'on vient de voir là, quelles sont tes motivations, etc. Mais une série pour... Oui, non, parce que tu comprends, Netflix, sur les séries, c'est génial. Ouais, super, d'accord. Mais il n'y a pas que Netflix, et 2, avant de faire une série. Et c'était l'objet de votre table ronde hier, en fin de journée. Il y a énormément de boulot, donc d'abord, raconte-moi l'histoire. Donc, je vous le dis, si vous souhaitez un jour me proposer un projet, venez pas me dire que c'est pour une série pour Netflix. Venez déjà nous raconter l'histoire. Donc, écrire, l'écriture, voilà. L'écriture, c'est important, mais en même temps, on fait pas un scénario avec intérieur jour, extérieur nuit, parce que moi, je vois des choses arriver comme ça, et notre matière, c'est le réel. Donc, on sait que de toute façon, ce qu'on lit est une fiction, et ça peut être ultra déceptif, parce que évidemment, sur le papier, vous pouvez tout mettre, mais le réel, il sera beaucoup plus compliqué. Donc, moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin, et d'ailleurs dans l'écriture, à propos du Prost, c'était assez drôle parce que on avait décidé de travailler sur l'année 93. Et puis on travaille, on développe, on se dit comme ça au moins on a une temporalité, on a quelque chose. Et puis en fait on se rend compte que l'année 93 c'est l'année de la loose pour lui. Oui. Et donc il va faire une série dans sa vie et il a tellement de trucs à raconter que c'est peut-être pas le meilleur angle. Et donc alors qu'on avait tout écrit et qu'on avait validé les épisodes, etc. Au bout d'un moment, on s'est dit, on n'y est pas, il faut recommencer. Mais c'est mon point, c'était parce qu'il y a eu cette phase d'écriture et qu'il y a eu cette phase d'analyse, de réflexion et d'aller-retour, qui, in fine, vous êtes arrivé à une conclusion. Et c'est pour ça que je dis, c'est la notion de maturation. C'est la notion, je parle pour les auteurs, hein. Oui. Faut se mettre à la place d'un réalisateur. Voilà, c'est de se dire, c'est pas juste une idée, et puis c'est mon copain parce que j'ai accès ou je connais l'agent. C'est un travail, un process, et qui peut repartir en arrière et aller plus loin et changer d'angle même en cours de route. Et puis nous on n'est pas omniscients, c'est-à-dire que moi je connaissais pas la carrière de Prost sur le bout des doigts, donc en fait le travail qui avait été fait en écriture il m'a nourri, et à la lecture de ça je me suis dit tiens, il y a plusieurs angles. Chez Prost il y a la mort qui est permanente, depuis la mort de son frère c'est une ombre, la mort de tous les gens avec qui il a couru, etc. Il y avait quelque chose qui était là, et donc en lisant tout ça moi j'ai pu aussi dégager et interroger et faire un ping-pong, ce que j'appelle un ping-pong éditorial avec le réalisateur, en disant mais il y a des choses là qui sont en train de se dessiner. Est-ce qu'au fond on n'a pas des angles, des arcs narratifs qu'on peut utiliser pour travailler. Donc c'est une matière qui est en fait un terreau, en fait c'est comme
une base de l'argile qu'il va falloir façonner et moi j'aime beaucoup, enfin on aime beaucoup avec mon équipe faire ce travail avec l'équipe avec créative, le talent et avec le talent de ce qu'est et au fond on est beaucoup dans la co-construction en fait. C'est-à-dire que moi j'engage les producteurs et les réalisateurs à nous voir comme des partenaires et pas des chaînes à qui il faut rien dire si jamais il y a un problème, etc. Enfin, ça marche pas du tout comme ça. Ouais. Au contraire, quand il y a un problème, il faut en parler parce qu'on trouve des solutions et donc et sinon on n'y arrive pas. Donc cette matière première, elle fait l'objet d'un retravail et c'est pas très grave. Et surtout, nous on finance des développements, c'est-à-dire que quand on part sur une série, on se dit que il faut aussi avoir de l'argent, aller en chercher auprès du CNC, puisque quand on fait une aide au développement, ça déclenche le CNC sur l'écriture. Et justement, prendre le temps d'aller gratter la matière, d'aller chercher des choses qui n'ont pas été explorées, de prendre le temps aussi de faire des interviews préparatoires qu'on n'utilisera pas forcément, mais qui permettent de voir ce que le sportif est prêt à donner aussi, parce que et s'il y a rien, il y a rien quoi, c'est pas grave, on fera pas de film, on fera autre chose. Donc ce temps-là, il est vraiment essentiel et c'est vrai que quand on vient me voir, généralement sur une première intention, avant même qu'on ait fait le travail de développement, il y a quand même une petite vision. Moi, j'aime bien quand même quand il y a ça. C'est-à-dire que c'est pas un article de presse qui a été copié. C'est juste un moment de se dire, moi, j'ai envie de travailler sur tel sportif parce que je trouve que dans sa carrière, il y a ça qui est quand même incroyable. Il y a ce paradoxe. Il y a cette vision du monde. Il y a cette différence. Il y a ce, et on n'est pas on n'est plus dans l'exploit sportif. On est vraiment dans le récit. Et ça peut se voir en 2 pages et demie. Moi, j'ai pas besoin de. Alors, je continue dans le listing, vous allez compléter, hein, messieurs, au fur et à mesure, mais le conseil, c'est d'identifier, entre guillemets, la bonne société de production. Alors, c'est très compliqué, mais ce sera important in fine pour la chaîne. Mais alors, vous envoyez tout à Eric. Voilà. Il a un peu de temps en ce moment. Non, mais ça veut dire, honnêtement, ça nous est souvent arrivé, je pense Eric aussi, de recevoir des projets, c'est du copier-coller. Je suis sûr qu'il a été envoyé l'email à 10 boîtes différentes au même moment pratiquement ou à quelques jours d'intervalle. Ça, c'est pas possible. Ça veut dire qu'en amont, il faut avoir une réflexion de se dire, bon alors mon film, il est à propos de ceci, de cela, il faut que j'aille voir des productrices ou des producteurs qui soit savent faire ce genre de film, soit ont les connexions avec les chaînes, parce que j'ai vu qu'ils avaient fait tel film, etc. Et donc, je serai en confiance, ils vont m'accompagner au mieux. Mais il faut pas juste inonder, c'est pas comme un CV qu'on envoie à 200 boîtes. Mais je le dis, c'est vraiment important parce qu'on perd tous du temps. Et surtout, ça veut dire que le talent, il n'a pas fait un travail d'analyse, de recherche. Et voilà, ça peut pas être juste comme ça un truc qu'on balance. Tu confirmes, Eric, ou je suis un peu exigeant? Non, tout à fait. Et puis moi, pour avoir été en chaîne quelques années, donc d'avoir eu la chance d'être des 2 côtés. Quand j'ai monté ma boîte, je me suis dit, essaye de te souvenir de ce qui t'horripilait quand tu recevais. Ah non, mais oui, c'est clair. Et en fait, je crois que le truc, je comprends très bien, c'est humain. C'est-à-dire qu'au début, surtout quand on monte une boîte ou quand on a envie de commencer dans ce métier, on a plein d'envies, on a plein de projets, et chaque rendez-vous, il pèse 3 tonnes, et on se dit il faut que je sorte avec quelque chose, quoi. Il faut que ce soit concret, il faut qu'il y ait de l'argent, enfin, on se comprend. Bien sûr. Moi, ce que je dis souvent, c'est attention, maximum de projets, quoi, sur un rendez-vous. Parce que si moi je me retrouve avec plus de propositions que ça, je me demande où sont les convictions, déjà d'une. Oui. Ensuite, de quoi on parle. Parce que si on a 1 heure et qu'on parle de 15 projets différents, je sais pas de quoi on parle, en fait. Et puis parce que les convictions, elles peuvent pas être partout, quoi. C'est pas possible, sinon c'est du catalogue. Donc moi, je suis très vigilant là-dessus. Après, c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois, c'est la beauté du travail d'équipe, c'est-à-dire que quelqu'un peut arriver avec une idée géniale, mais qui est pas du tout aboutie, parce que cette personne n'a pas encore la maturité pour la mener à son terme. Et là, c'est à nous de travailler, d'essayer de construire une équipe, et d'embarquer la personne, et de faire le chemin. Moi, je me souviens très bien, la première fois que j'ai fait mon premier doc, je sais pas si je pourrais le revoir aujourd'hui, mais mon premier doc, moi je le rêvais d'en faire, c'était vraiment un objectif absolu, mais j'avais fait que des reportages, peut-être le maximum c'était une rétrospective d'1 heure et demie, donc qui n'est pas du doc. Et je fais mon premier doc en fait comme une succession de reportages. Alors, ça tenait la route parce que le sujet était puissant. Mais quand je l'ai après coup, je me suis dit, mais en fait... Ça, c'est quand t'es sauvé par ton histoire. En fait, c'est comme si t'avais fait 10 fois ou 20 fois 5 minutes.
Et je l'avais pensé comme ça, parce que j'avais pas les clés. Et puis la deuxième fois, on apprend à développer une vision, etc., quoi. Alors, moi là-dessus, j'ai un conseil à vous donner. Mariez-vous. Alors les mariages, c'est comme tout, il faut choisir le bon partenaire, sinon ça marche pas. Mais en tout cas, moi il m'est arrivé, c'était pas dans le documentaire sportif, mais un jour j'avais fait un certain nombre de documentaires sur la prison, et un jour j'ai un jeune producteur qui vient me voir, il n'avait jamais rien produit, et il me dit, il y a un truc que vous n'avez pas fait sur la prison, c'est le débat contradictoire à l'intérieur de la prison, et moi j'ai l'autorisation d'y aller, et je suis le seul. Et donc évidemment, je suis intéressée, et je me dis, mais moi ces films-là, j'ai que du prime time pour les faire, et objectivement, il y avait un risque majeur à mettre un producteur qui n'avait jamais produit, et un réalisateur qui avait quasiment rien réalisé. Donc, je lui ai dit, écoutez, votre sujet est génial, mais je vais pas le faire avec vous, et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, je lui ai dit, mais c'est comme tout, si vous avez vraiment envie de le faire, il faut vous marier avec quelqu'un qui va vous donner les codes et les clés. Et il faut toujours mieux partager le succès à deux que vivre l'échec tout seul. Et il a eu cette intelligence de le faire. Donc, je l'ai marié avec Jean-Xavier de Lestrade, qui était déjà un réalisateur connu, qui avait beaucoup travaillé sur ses problèmes avec la pénitentiaire. Et donc, il a fait ce documentaire, et il a fait un documentaire absolument génial, puisque les gens devaient sortir de prison, puisque le débat contradictoire, c'est le moment de la remise de peine, où on se dit est-ce qu'ils sortent ou est-ce qu'ils restent. Et Jean-Xavier de Lestrade me dit, on va avoir un problème, parce que les types, on va les filmer en prison, on va être floutés, parce que la pénitentiaire nous oblige à ça. Et une fois qu'ils seront dehors, ils seront plus floutés, donc on a un problème. Et parce que c'était Jean-Xavier et qu'il avait l'expérience, il a dit, la pénitentiaire, on n'en a rien à foutre, est-ce que tu me suis? Et donc on les a filmés, parce que c'était leur droit à eux d'accepter d'être filmés sans être floutés. On va les filmer sans être floutés, et je pense que le jeune producteur l'aurait jamais fait, parce qu'il n'aurait jamais osé. Et du coup, le film est passé en prime time, et le deuxième documentaire de ce jeune producteur a été un prime time pour France TV. Donc voilà, et depuis, c'est lui qui produit le Giroud. Voilà, donc le fait de ne pas flouter a fait jurisprudence, puisque grâce à ça, on peut faire des histoires en prison si on a l'accord des personnes concernées. Exactement. Donc il faut parfois se dire j'ai un projet génial, mais peut-être je ne sais faire que du reportage parce que je n'ai été formée qu'à ça. Mais peut-être que si je m'associe avec quelqu'un qui peut m'apprendre ou co-réaliser quelque chose qui va me permettre de grandir, au fond ça vaut la peine parce que mon sujet le mérite. Donc voilà, ça c'est mon conseil. Benoît, sur toutes ces phases-là, quand tu te produis toi-même ou je te produis, bref, tu as trouvé la bonne boîte de prod a priori, mais sur l'écriture, sur la maturation, sur quand tu vas arriver à un projet, qu'est-ce qui va te séduire? On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais vas-y. Alors je vais aussi préciser un truc, c'est que on parle beaucoup forcément des documentaires à plus fort potentiel qui sont sur les stars des grandes équipes, des grands clubs, dans une temporalité parfaite, etc. Mais finalement ces idées-là, elles viennent de très peu parce qu'on est très peu à pouvoir le faire finalement. En revanche, il y a plein d'idées de talents qui sont dans l'espace, dans la masse, qui parlent pas forcément des plus grandes stars, ou des magnifiques idées sur des stars avec un manque d'accès entre les deux. En fait, voilà. Donc c'est là où justement l'écriture, elle est dépendante aussi de son expérience, de sa légitimité. Je pense, Christine, quand tu reçois Jérôme sur un projet, il a moins besoin d'écrire qu'un jeune qui va venir te voir et il va devoir t'emporter dans ce qu'il est, dans l'histoire, te projeter complètement dans le film, parce qu'il y a une expérience, il y a une confiance qui s'est déjà installée dans le temps. Donc cette confiance, elle se construit pas comme ça. Je te disais, une idée, une bonne idée, c'est quand même une idée qui se fait. Donc vaut mieux gagner à plusieurs que perdre tout seul. Donc faut pas hésiter, en effet, soit l'idée qui s'est jamais faite sur une star, je m'associe à quelqu'un qui a un accès à ce milieu, c'est facile à trouver, il suffit de regarder les génériques des docs. Ah oui, ça c'est un des conseils, regardez les génériques. Parce que parfois ils regardent pas les génériques, les jeunes talents là, ils viennent et ils font comme si rien n'avait existé auparavant. Il faut regarder les génériques pour tous les postes d'ailleurs. Bien sûr. Pour l'image, le son, le producteur, le monteur, la monteuse. Où c'est un sujet plus compliqué à vendre et parce que sa légitimité. Et là, en effet, faut pas mal écrire quand même. Et ça veut dire encore une fois, parce qu'on est dans le mode un peu pédagogique aussi, oui. Ça veut dire enquêter, avoir des personnages forts, avoir déjà un début d'histoire, pouvoir être capable de en quelques lignes, avoir une identité de à quoi ça va ressembler, quelques éléments identitaires de forme. Christine l'a dit, c'est de l'image, c'est 51% de forme, quand même. Évidemment que le fond est capital, mais
il y a quelque chose qu'on transmet, y compris quand c'est un sujet compliqué, parce qu'en effet, tu l'as dit, il y a des sujets presque tellement forts qu'ils pourraient être moins bien produits. Bien que ce soit pas le cas, mais je veux dire, moi je me souviens d'un John Alomu Back to South Africa, qui est une histoire extraordinaire, où il revoit des anciens coéquipiers en Afrique du Sud, c'est là où il a pris sa maladie, etc. On a filmé à 2 cams en 2 jours, dont je faisais une des 2 cams. C'est pour vous dire si on était... C'est grave. Mais le film a été diffusé dans le monde entier, il a eu des prix, etc. Alors que c'est un tout petit budget, mais l'histoire était forte. Mais comme tu le disais, c'était un de mes premiers docs il y a 10 ans. Donc évidemment, on mature avec le temps. Mais en tout cas, d'avoir... Parfois, ça peut être une image, en fait, qu'on a. On se dit, voilà, j'ai une idée, je l'ai enquêtée. Et l'autre point, c'est que je peux avoir une image forte du film sur un mode de traitement. Ça peut être un début, une fin, un rythme qui déjà va permettre, en quelques lignes, d'emmener quelqu'un, un producteur, un diffuseur avec soi. Je vois, j'ai marqué séduire producteur, productrice, mais c'est super important parce qu'on est un premier filtre. Et donc, si on se laisse séduire, entre guillemets, ça nous donne des arguments nous-mêmes pour ensuite aller défendre le projet. Il faut que les gens se rendent compte. Enfin, il y a quand même pas mal de pros ici qui le savent, mais je veux dire, c'est dur, quoi. C'est dur de convaincre quelqu'un. C'est du temps long, on prend des risques. Il y a pas de millionnaires dans la salle, donc on a plein de contraintes qui sont des enjeux. Si les producteurs de documentaires étaient millionnaires. Parce qu'en l'occurrence, que ce soit Jérôme, Eric ou moi, on est quand même des réalisateurs qui sont devenus indépendants et producteurs, mais à la base, on est plutôt des gens qui racontent des histoires. Donc, parfois, on est même prêt à prendre beaucoup de risques pour une histoire, quoi. On va perdre de l'argent. Et à perdre de l'argent, on perd souvent de l'argent, Non, mais. Ouais, il faut le dire. Non, mais oui. Ne regarde pas Christine quand tu le dis. Non, je regarde mes amis de chez Media One, je fais partie de Media One. N'ayez crainte, tout se passe bien à l'arrivée. Pierre-Antoine, non, mais c'est évidemment, non, mais on dit ça, on en rigole, c'est jamais agréable, mais il faut quand même se préparer à ça, parce que après, nécessité fait loi, et puis parfois, il y a le budget qu'on nous a donné, et puis il y a un film qui grandit, et puis il y a des choses, et puis parfois, ça met plus de temps que prévu, pour plein de raisons. C'est comme ça. C'est la responsabilité du producteur, c'est la responsabilité du réalisateur, etc., etc. Mais je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. À un moment, c'est toujours le viscéral. Moi, je me souviens très bien, le premier doc, on était 2, on est parti à Los Angeles, on dormait tous les 2 dans la même chambre d'hôtel, il y en avait un qui dormait par terre, on alternait un jour sur 2, etc., etc. On était les plus heureux du monde. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Non, mais il faut quand même pas oublier ça. C'est-à-dire que l'argent fait pas tout, et ça commence souvent par ça. C'est-à-dire l'espèce de besoin absolu de le faire, quoi. Mais on peut ajouter, parce qu'on l'a pas dit depuis tout à l'heure, et comme je décris parfois des situations difficiles, je montrais le nombre d'heures en moins en documentaire avec ça. Mais on fait quand même un métier extraordinaire et c'est un privilège de faire ces métiers et de raconter ces histoires-là quand même. Il faut bien dire. Mais je crois que, et après. Qu'est-ce que vous voulez compléter, pardon? Non, en fait, c'est bon. J'ai perdu. Vas-y, alors termine. Mon fil. Non, et après, moi, peut-être pour revenir sur la spécificité du sport, moi, je sais que, les portraits m'intéressent aussi chez les grands sportifs parce que je trouve que c'est des marqueurs de l'époque, c'est des marqueurs forts de l'époque et qu'à travers eux, on peut donner à réfléchir autrement sur l'époque. On raconte la même chose, mais autrement, avec un prisme qui est beaucoup plus, qui est peut-être moins passionnel au départ et qui permet justement d'ouvrir un peu plus les chakras. Et on l'évoquait aussi hier, des films en immersion qui racontent une histoire. On va reprendre Les yeux dans les bleus puisque comme avec Stéphane est président du jury, c'est assez logique. C'est devenu un film historique depuis. Et même s'il est difficile de le revoir à cause des images d'hommage. Mais bon, après, ça a même donné ses lettres de noblesse aux gens, si on peut considérer ça. Mais voilà, c'est un marqueur, ça raconte quelque chose de notre époque. Hier, quelqu'un évoquait le black blamber de l'époque, la naïveté presque collective et dans l'euphorie, etc. Ça raconte tellement de choses de la société de l'époque et par contraste, vu d'aujourd'hui, on peut en tirer des leçons. J'ajoute un point de conseil toujours, contractualiser avec le producteur chez qui vous déposez un projet, avec qui vous engagez sur un projet. On a vécu trop longtemps. Ouais, il est bien ton projet, vas-y, je vais voir, je vais faire avec. Et puis il se passe des mois, il se passe rien, et puis on va avoir une chaîne, et puis parfois il y a des sujets, mais tu m'as piqué mon projet, etc. C'est arrivé dans le passé, ça peut. Donc maintenant il y a des règles avec certaines chaînes en tout cas qui sont assez claires. Par exemple à France Télévisions, vous pouvez pas proposer un documentaire en tant que producteur avec un auteur ou une réalisatrice si vous n'avez pas un contrat qui montre bien que vous avez soit acheté des droits d'option, soit que vous avez financé son travail d'écriture totalement, partiellement, peu importe, c'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Et ça évite aussi, je donne un autre conseil, que le même projet circule dans 3 ou 4 boîtes de prod en même temps.
C'est à un moment donné, il faut faire un choix. Et s'il y a la rencontre avec le producteur ou la productrice et que, ok, on y va ensemble, alors après, il faut se dire, bon, on se donne 3 mois, 6 mois, parce que parfois ça prend du temps, ou 1 an, parce que ça se justifie. Et puis si au bout d'1 an, ce producteur est vraiment nul, il n'a pas réussi à me le vendre, je peux aller voir ailleurs et essayer de convaincre quelqu'un d'autre. Mais surtout, n'envoyez jamais, une fois que vous êtes d'accord et que vous avez convaincu, le même projet à d'autres en disant, on sait jamais si lui n'y arrive pas, voilà, on se donne une chance. Ça a l'air un peu simplet, mais ça arrive toujours. Et c'est très désagréable quand vous êtes producteur et vous dites, oui, Christine, t'as vu le projet que tu as envoyé, là, c'est magique. Ah bah non, mais je suis embêté parce que moi, Eric me l'a proposé aussi, donc, oui, mais ça arrive souvent. Et ça arrive. Voilà. Donc ça, c'est forbidden, c'est interdit. On continue, rapidement, un bon dossier. L'art du pitch. Et pardon, alors, si je peux dire un truc 2 secondes sur les pratiques, sur les pratiques ou les mauvaises pratiques, et notamment en sport. Alors, je pense pas qu'en sport, mais bon, je parle de ce que je connais assez bien. Il y a aussi le jeu qui consiste pour certains producteurs à aller voir un client et lui dire j'ai, je sais pas moi, Zidane, pour rester dans les grands noms, je l'ai. Et puis toi tu vas dire ah bah ça m'intéresse, si c'est ça que tu as avec lui, ça m'intéresse. Et en fait personne n'a pas du tout Zidane, et la personne se dit va voir Zidane ensuite ou son entourage en disant bah j'ai vendu une demande Canal. de Canal qui me demande de faire Zidane, est-ce que vous êtes d'accord? C'est insupportable. Non mais franchement c'est insupportable, c'est dangereux, ça rejoint le débat à la contractualisation, c'est qu'à un moment donné tu dois signer avec quelqu'un quelque chose. Mais en sport ça arrive beaucoup. Enfin moi je me suis aperçu de ça en fait, pas chez nous heureusement, mais je me suis aperçu de ça, et c'est vraiment dangereux. Voilà. L'accès parfois passe par exemple par les fédérations. Ouais. Et moi je suis en train de traiter un dossier en ce moment, et sur ce dossier, ouais c'est super, c'est génial, t'as le talent, t'as la motivation et tout, mais il faut d'abord qu'on ait l'accord de la Fédé. Et donc on va voir la Fédé qui est intéressée par ce projet, qui est concernée par ce projet. Mais tant que j'ai pas le feu vert de la fédération, je vais pas lancer le projet. Voilà, c'est exactement ce genre de cas de figure. Alors après, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le pitch. Et moi, je pars du principe que quand le travail minimum a été fait, on doit être capable de pitcher le projet de façon extrêmement simple. C'est-à-dire que si c'est compliqué, qu'il y a 4 phrases pour décrire le projet, c'est qu'il y a un truc qui va pas, quoi. En général, on le sait soi-même. Hein. C'est-à-dire qu'on sait bien dans les rendez-vous si on arrive en étant confortable, ou en général on recule le rendez-vous, ou on le fait pas parce que c'est trop dangereux. En fait, si on sent qu'on n'est pas capable de synthétiser le projet. Et si on n'est pas capable, ça veut dire que peut-être il y a encore du travail de maturation et de positionnement. Voilà, et de positionnement. Mais quand moi quelqu'un arrive avec un projet et me le pitch, enfin, je sais pas, quelqu'un est arrivé l'autre jour, il me parlait d'une histoire de braquage et il me dit c'était les MacGyver du braquage. Tout d'un coup, moi j'ai la télé qui s'allume, j'ai un pitch, je le vois quoi. J'ai une intention et je sais qu'il va le traiter comme ça et qu'il va lui donner cette couleur-là. Donc du coup, c'est quelque chose qui fonctionne tout de suite parce que il a capté. Ça peut être un visuel aussi. Ça peut. Parfois, D'ailleurs, souvent c'est quoi le titre? Souvent le titre, oui. Parce que ce serait le titre, exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très difficile à obtenir. Et quand on l'a, généralement, c'est qu'on a, on a trouvé quelque chose. Il y a un truc qui nous aide, nous producteurs, je trouve, depuis quelques années, parce que c'est devenu un peu un usage de par les réseaux sociaux, la médiatisation sur Internet, les programmes de télévision, etc. Maintenant, on nous demande de fournir, quand on fournit le film, une logline. Donc la logline, c'est une phrase qui résume le film. Et c'est ce que vous avez sur tous les programmes télé. C'est vraiment le plus court résumé. Ou si vous avez sur une appli, vous voyez le titre du film, vous voyez le visuel, puis il y a une petite phrase. Bah c'est le pitch ultime d'une certaine façon. Ouais. Et souvent d'ailleurs les auteurs ils écrivent le pitch et en fait ils racontent l'histoire et ça dure 2 pages et demie. Non, ça c'est pas un pitch quoi, camarade. Et souvenons-nous de l'anecdote, tu prends l'ascenseur, t'as 30 secondes et t'es avec le CEO de CBS ou de Universal, je prends l'ascenseur en même temps que lui, en 30 secondes je dois lui vendre mon film. Et quand il arrive au 22e étage, il a dit oui ou non. Bon voilà, c'est ça l'idée du pitch, c'est vraiment faut que ce soit très clair en fait et très court, synthétique. Alors, moi je fais pas mes rendez-vous dans l'ascenseur, donc on a un vrai rendez-vous d'1 heure, mais néanmoins c'est quand même important d'arriver à avoir ce titre. Voilà, dans les dossiers, dans ce travail de maturation qui se fait pas tout seul, qui se fait en échange avec l'équipe de la société de production. Donc il y a l'art du pitch, on vient de le dire, l'intention profonde, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure.
à un moment donné, on rentre dans un synopsis. Alors, comme c'est un documentaire et qu'on est dans le réel, ce synopsis souvent décrit l'histoire rêvée, mais elle correspond pas forcément à la réalité. Donc, ce synopsis, il évoluera au fur et à mesure. Mais s'il n'y a pas cette phase de synopsis, parfois, la chaîne peut avoir du mal à se projeter parce que l'histoire peut être un peu complexe, parce qu'il y a des flashbacks, et le fait de l'écrire à un moment donné et de le rendre lisible, ça aide à convaincre. Et puis, l'intention de réalisation, on l'a dit, un film, c'est 50-50, 50% sur le fond, l'histoire qu'on raconte, et 50% comment on le met en forme. Si on fait de la radio, voilà, on fait de la presse écrite, mais on fait pas de l'audiovisuel. Non, pour corroborer ce que disait Christine et Eric, j'avais un prof qui me disait souvent ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, les mots pour le dire viennent aisément. Et en fait, c'est vrai que c'est très dur quand on est en construction de projet. Le pitch à la fin du film, il est facile à faire. En fait, quand le film est réussi. Quand le film est réussi. Mais quand même, réussi ou pas, on l'a dans la tête, on sait le résumé, il y a toute une maturation qui s'est faite au fil du montage, de l'écriture, du tournage, etc. Donc, en fait, après coup, c'est hyper facile. Ce qui est très dur, et ça demande un effort intellectuel. Et je le dis aussi à nos jeunes collègues s'il y en a, c'est que c'est un travail absolument nécessaire parce que de toute façon, il vous servira après. C'est-à-dire qu'il est au moment du tournage, et on l'a tous, ce cas-là. Moi, récemment, il y a une star du sport qu'on suit depuis des moments, et en fait, j'ai proposé l'idée trop tôt. J'étais moi-même. On a fait un pari, on le suit, etc. Mais j'avais pas encore l'angle, en fait, moi-même. Je savais pas, mais je sais pas encore ce qui va se passer, parce que quand on est dans un temps long, que ce soit la tête qu'on suit ou une idée qu'on a, c'est un temps long. Il faut attendre que ce soit prêt, qu'on ait justement, avant de le proposer, qu'on sache exactement ce qu'on va faire. Et il faut pas avoir peur de perdre du temps et de l'écrire un petit peu, même si c'est un petit peu de faire ce travail de pitch, de synopsis, et de se forcer, parce qu'en plus souvent on est un peu quand même des raconteurs d'histoire, donc un peu journalistes, donc on a besoin du réel et de se projeter dans quelque chose qu'on n'a pas encore enquêté, et compliqué du coup à traduire avec des mots. Moi-même, si je passe pas des coups de fil, si je passe sur le terrain, je suis pas capable de faire un synopsis, en fait, parce que je suis pas un mec de fiction, je suis un documentariste, donc j'ai besoin d'enquêter, j'ai besoin d'être confronté au réel, d'être confronté au réel, et de vraiment, même la première couche ne suffit pas, la deuxième non plus, la troisième non plus, c'est qu'à parfois la cinquième ou la sixième, là j'ai un angle, je sais comment je vais faire, parce que tout se connecte et tout ça. Donc pas avoir peur de prendre le temps de l'enquête et de proposer vraiment un moment où, tu l'évoquais, quand c'est prêt et qu'on est capable de le dire en 2 minutes à sa femme, à ses fils, à son, voilà ce que je vais faire. Et là on est prêt à raconter. Donc trop tôt, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comme j'ai du pont, trop tôt j'ai du pont, mais je le ferai bien comme ça, quoi que tu comprends rien en fait. C'est aussi contre-productif. Oui. Il y a moi j'avais appris un truc, ça c'est un ancien qui m'avait transmis ça, qui m'avait expliqué ça, un ancien avec tout le respect, quelqu'un qui avait beaucoup plus d'expérience que moi quand je débutais dans le documentaire, et qui m'avait dit, en fait, tu fais simple, si t'es perdu en cours de route, ça marche, hein. Je dis pas que c'est la solution à tout, mais c'est pas mal. Si t'es perdu dans ton plan, dans ta structure, etc., je prends une feuille blanche et t'essaies de le raconter de l'écrire comme si tu le racontais à un enfant de 5 ans. Et c'est-à-dire, je vais te raconter une histoire, je m'appelle machin, etc., en te mettant dans et ça marche pas mal, en fait. Parce que ça permet tout de suite de voir si le cheminement, de la pensée, s'il est linéaire, s'il est fluide, s'il est, etc. Voilà, donc c'est ça, si jamais. Ça peut être un truc. Et dernière, alors, pour terminer, j'ai mis les atouts. Voilà, si vous voulez un max de chance pour réussir, d'abord créer une relation de confiance avec le sujet en question. Le sujet, c'est soit un accès privilégié, on l'a évoqué, et la relation de confiance, elle est fondamentale. Parce que si vous faites Zidane et que très vite la relation, elle marche pas. Alors. Voilà. Moi, j'ai des trucs à dire là-dessus. Attends, 2 secondes. Je fais les points, puis comme ça, après, vous pouvez. Voilà. Évidemment, l'originalité, c'est un pléonasme, ça a l'air tellement évident, mais c'est soit l'histoire, soit la forme, soit l'ensemble, c'est encore mieux, mais n'est pas reproposer le même film qu'on a vu il y a 15 jours, tant qu'à faire, laisser passer quelques années, au moins. Mettre en image vos intentions, vos envies. Ça a été dit tout à l'heure, une petite séquence d'1 minute filmée à l'iPhone à un endroit spécifique, à un moment particulier, ça peut tout faire basculer. Fabriquer un teaser, faire soi-même un storyboard. Et aujourd'hui, en plus, avec les outils de l'intelligence artificielle, on peut beaucoup plus vite formaliser, mettre des images sur des mots. Et puis la patience.
parce que ça a été évoqué tout à l'heure, il y a des projets qui mettent des années à émerger, soit chez l'auteur, chez le talent lui-même, soit avec le producteur, soit avec aussi le diffuseur ou l'éditeur qui parfois n'est pas intéressé en 2020 par un sujet, mais va l'être en 2024. Donc il faut être patient, et quand on croit profondément à son histoire, eh ben faut remettre sur l'établi, il faut le retravailler, il faut pas lâcher à partir du moment où c'est un peu viscéral, comme tu disais. Tu voulais dire sur la relation de confiance avec le sujet? Non, je disais parfois quand on est sur des sujets, le sport ça génère beaucoup d'émotions, puis il peut y avoir un rapport très fort au sujet, ou parfois de passion, ou des gens qui peuvent être fans. Non mais je veux dire c'est très dangereux, il faut faire très attention à ça. Il y a des proxys, il y a des vrais accès, c'est-à-dire en sport, on peut quand même facilement vivre des choses aux côtés des sportifs, etc., etc. Je dis, faut faire très très attention à ça. Je dis ça pour ceux qui débutent, faut pas se laisser engloutir là-dedans. Il y a un moment, faut que tout le monde reste à sa place. Faut pas tomber amoureux de son sujet. Faut pas tomber amoureux de son sujet. Faut garder. C'est pour ça que dans les équipes, c'est aussi très important, notamment en sport, d'avoir dans l'équipe quelqu'un qui a un regard neuf et vierge sur le sujet, parce que c'est aussi parfois le danger du sport, c'est la surspécialisation où on ne pense plus que résultat et pas psychologie et pas etc. Mais voilà, moi je pense qu'un des dangers entre guillemets du documentaire sportif, c'est ça. C'est-à-dire quelqu'un qui je sais pas est fan de tel sport et forcément a eu des idoles entre guillemets, et puis parfois on peut se retrouver à côtoyer l'idole. Qu'est-ce qu'on fait? On reste à sa place en fait. Ça veut dire qu'on est dans un rapport de travail et ça s'arrête là. Et non, parce que c'est comme c'est plutôt ou alors c'est l'angle. Ou alors c'est Ken Loach et c'est l'angle. Ouais, ou alors c'est Ken Loach, mais c'est en couette. Mais c'est là où la notion c'était c'est un film. Et c'est là où moi je considère que pour contrer ça notamment, parce que c'est un vrai danger, c'est la notion de à quel public je m'adresse. Parce que si je suis fan et je suis l'hyper spécialiste du sport, je fais un film et effectivement qui ça va s'adresser à une toute petite niche, parce que je vais pas faire l'effort de rendre accessible l'histoire à un public plus large. Donc c'est pour ça que je dis il faut jamais perdre le public sans que ce soit une obsession, mais il faut jamais le perdre de vue. Moi je sais que moi producteur, quand je suis producteur, je vois très peu. Je sais pas, on a fait des biopics, comme ça qu'on appelle ça, mais que ce soit Anelka, Benzema, etc. ou Griezmann, en vérité, je les vois un peu avant, mais je les vois plus dans un cadre de quoi on parle, dans un cadre de contrat, de business, oui. C'est-à-dire est-ce qu'on est d'accord qu'on dit la même chose et c'est ce que ça veut dire. Et en général, pendant le tournage, moi, je suis pas du tout. Je cherche pas du tout à avoir une relation. Il y a un réalisateur qui est là pour ça, et moi, je veux absolument pouvoir être le plus extérieur possible. Voilà quoi. Donc. Et ça, d'ailleurs, peut-être tu peux témoigner. Et je dis ça parce que j'ai une anecdote là-dessus qui était sur un de mes premiers sujets. Où j'avais j'étais encore journaliste, mais j'avais un JRI, donc mon chef-op, qui lui était fan de sport et c'était une des premières fois qu'il côtoyait les sportifs. Et on se retrouve avec, je sais pas, il est pas là Olivier, on se retrouve avec les Barjots à l'époque, qui sont en stage, et nous on fait un sujet, donc on passe 4 jours avec eux, et puis c'est bon, les Barjots étaient des fêtards, absolus. Et lui il me dit, ils m'ont invité à faire la fête avec eux ce soir, c'est exceptionnel et tout, il était comme un dingue. Et je lui dis, mais moi j'y vais pas. Et il me dit, mais t'es fou, tu passes à côté de ta vie, etc. Je lui dis, moi j'y vais pas, c'est tout. Bon il m'a pas écouté et ils se sont bien foutus de sa gueule pendant 3 jours quoi après, puisqu'il a fait la fête avec eux, donc quelque part il était c'est pas qu'il était plus crédible, mais ça ressemblait à ça quoi. Ouais. Donc à un moment voilà. Faut rester à sa place aussi. Et pour finir, et après si vous avez des questions ou des remarques, garder un regard critique, une distance. Et alors garder ce regard critique, mais je pense que je voulais en venir parce que comme tu as la double expérience, chacun doit rester à sa place, le réalisateur, réalisatrice, le producteur, productrice. Qu'est-ce qu'apporte, quelle est dans la phase, et notamment au montage, comment tu acceptes ou n'acceptes pas le regard critique de celui qui n'est pas venu au tournage, qui a initié le projet au départ, qui l'a accompagné à distance, et qui à un moment donné se retrouve nez à nez avec un visionnage d'un film et commence à faire des remarques qu'il espère constructives. Mais voilà, peut-être que tu peux témoigner, parce qu'on a des passes d'armes entre nous. Oui, non, bien sûr. C'est indispensable. Mais en gros, moi, comment je fonctionne, c'est que en général, sur toutes nos productions, enfin pas toutes, mais beaucoup, sur les tournages, on a à peu près 2 caméras, pas tous, évidemment, des tournages à une caméra, on tourne pas tout, mais il y a 2 caméras. J'ai un co-réal qui peut tourner aussi, qui parfois va être seul, parfois j'y serai sur les séquences qui me semblent importantes et clés. Je suis là en général parce que
C'est mon travail d'artisan. J'estime que ma sensibilité doit passer dans ces séquences. Enfin, en tout cas, même si on filme le réel, on a une sensibilité, on la filme avec sa propre sensibilité. Donc, on crée le contexte que cette sensibilité soit transmise à un moment donné. Donc, j'estime que je dois être là. Par contre, au montage, je ne suis pas tout le temps là, exprès. Pour justement amener ce que je pense pouvoir amener moi, c'est-à-dire à un moment donné justement l'élément identitaire un peu différent, le truc inattendu, le chemin facile il est là, on va aller là, et pour ça il faut avoir du recul. Il faut pas être tout le temps dans le guidon, parce que quand on est sur des productions de séries notamment, on passe 2-3 mois en salle de montage, donc c'est impossible d'avoir ce recul là. Donc soit on arrive à avoir des budgets qui nous permettent d'être plusieurs à le faire, soit on est tout seul, et là en effet il faut un producteur et être capable d'avoir l'humilité, mais aussi l'expérience, parce que ce gars avec l'humilité se comprend avec l'expérience aussi, d'entendre celui qui va nous dire là j'ai rien compris. Ou là c'est franchement tu m'as pas accroché. Évidemment on rentre un peu plus dans le concret. Moi ça m'arrive à chaque prod avec Jérôme, parce que voilà, il y a celui qui est tout le temps, il y a moi qui suis un peu emporté par mon histoire, et j'ai envie de la raconter, même si j'ai le recul je suis pas tout le temps en montage, mais je reste quand même embarqué dans mon truc. Et puis il y a quelqu'un qui a vraiment pas du tout participé ni au tournage ni au montage, qui est finalement l'œil du partenaire diffuseur ou l'intermédiaire, voilà, qui va amener ça avant de l'envoi et avant le massacre. Il va dire attends, je crois que là t'as encore du boulot. Et celui-là il est absolument alors cet œil-là n'a pas toujours raison, non, mais il a le mérite de faire réfléchir, de nourrir la réflexion. On est d'amener le pas de côté qu'on ne peut pas avoir quand on est dans le jus. Voilà, et après, ça se renouvelle avec l'éditeur-diffuseur derrière. Et c'est là où le contrat de confiance entre société de production et éditeur est fondamental. Parce que si vous n'êtes pas dans une relation de confiance, c'est-à-dire vous arrivez peut-être avec une œuvre dont vous savez qu'elle est encore un peu, elle est pas, la recette n'est pas terminée. C'est cuit, mais il reste voilà. C'est important de faire confiance au diffuseur qui va vous dire non mais là vous avez complètement raté le début, ou je comprends rien tel passage, etc. Et ce qui fait qu'après derrière on travaille ensemble, mais c'est pas un jugement d'un client qui achète à un fournisseur un truc et dit oh, c'est moche ton truc, voilà, c'est vachement important. C'est fondamental, parce que sinon moi, j'ai pas du tout envie de travailler comme ça. En tout cas, c'est beaucoup moins drôle. Bien sûr. Donc, effectivement, on arrive, et souvent d'ailleurs, évidemment, le réalisateur qui a passé quand même généralement, moi sur les documentaires que j'accompagne, c'est 18 mois en gros. Hein, donc, 18 mois sur son bébé qu'il a dormi avec, qui s'est levé le matin en y pensant, etc. Évidemment, il y a quelque chose d'affectif qui s'est créé avec ce film. Et quand le producteur pose son premier regard, parfois c'est un peu raide, ça tire un peu. Et moi je me retrouve souvent avec des producteurs qui arrivent avec leur réalisateur, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord et ils attendent l'arbitrage. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Donc et franchement volontiers je dis ce que j'en pense sans savoir ce que le producteur en pense, sans savoir ce que le réalisateur sur quoi il résiste, et il y a une vérité qui sort, mais franchement moi maintenant j'espère vraiment le faire comme ça, dans la bienveillance et dans la construction, toujours, parce que la distance on la perd quand on est le nez dedans effectivement pendant très longtemps, et ça n'a rien à voir avec les intentions qu'on a pu y mettre et le travail qu'on a fourni. Et puis il y a aussi comment dire, la cuisine, hélas, parce que ça existe. C'est-à-dire que quand on regarde un documentaire, quand tout d'un coup, au bout de un générique d'une 30, une 40, parfois j'ai des génériques qui font 2,30, plus un pré-générique, plus un début de film qui pose un contexte, mais il s'est passé 5 minutes et moi j'ai perdu tout le monde là. Ils sont tous partis. Donc je fais pas du cinéma pour des salles de cinéma où les gens ont payé leur billet pour regarder. Il y a tous les soirs une concurrence absolue. Sur les écrans, sur tous les écrans. Sur tous les écrans. Et s'il y a un moment, on comprend, le téléspectateur ne comprend pas clairement de quoi on lui parle et de quoi il s'agit, il s'en va. Et alors moi j'ai fait des études quali qui étaient tellement drôles, avec des documentaires qui avaient une presse absolument géniale, etc., et qui n'avaient pas performé. Et je vois tout d'un coup des téléspectateurs, des abonnés de Canal qui viennent de tous les horizons, Paris, province, etc., qui regardent un documentaire, je vois leur tête, et puis tout d'un coup je dis au type qui fait le quali, est-ce que tu peux leur demander si
s'ils ont envie de regarder la suite. Et au bout de 5 minutes, ils disent ah non, parce que là, on n'a toujours rien compris, on ne sait pas qui est le mec qui s'agit dans le couloir. Voilà. Et donc, il y a une volonté artistique du réalisateur de faire une entrée cinématographique qui est complètement contre-productif en TV. Et ça, moi, je suis obligée de le dire. Donc, parfois, effectivement, et c'est souvent sur les débuts, parce qu'après, généralement, quand l'histoire se déroule, ça va, il peut y avoir un moment, peut-être un ventre mou, ou alors il y a une problématique dès le début, et ça se voit tout de suite dans la construction du film, il y a un truc qui fonctionne pas, où on est perdu, où il y a deux arcs narratifs, on ne comprend pas le cheminement entre l'une et l'autre, etc. Il peut y avoir ce genre de problématique de construction, et là, c'est vrai que c'est difficile quand on est réalisateur, parce que on a tellement l'impression d'avoir placé les choses, et que les choses sont lisibles, et que quand tout d'un coup vous êtes confronté à un œil extérieur qui dit, je suis désolé, moi je comprends rien, je suis perdu, je sais pas où je suis, donc là il faut retravailler, mais tout ça pour moi c'est des étapes normales de production et d'un travail. Moi, je dis toujours, quand en fait vous venez me vendre un programme, moi ensuite je vais le vendre au comité d'investissement pour aller chercher l'argent pour le faire. Donc on est dans le même bateau. Hein. Moi, il faut que je délivre, vous aussi. Et du coup, on est ensemble. C'est pas du mécénat. C'est pas du mécénat. Et pour compléter, puis après, si vous avez une remarque ou une question, on va la prendre tout de suite. Mais il y a cette idée. Chaque œuvre, on l'a dit hier aussi, ce sont des prototypes en réalité à chaque histoire. Mais ça n'empêche pas d'utiliser quelques recettes qui font apparaître, croire, oh mais vous allez me formater. Non, on va pas te formater, on va donner une chance au film pour que dans tel contexte de diffusion, il soit vu par le plus grand nombre et qu'à un moment donné, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Je vais sortir comme ça des phrases, on peut y aller. et voilà, et il faut faire cet effort-là pour se donner une chance, un maximum de chance. Et c'est là où on est dans le même bateau. Eric, tu voulais... Non, moi je veux dire, je trouve que la chance quand même, la technologie nous aide vachement aujourd'hui. C'est-à-dire que sur la relation producteur-réalisateur, on n'a pas besoin d'être ensemble physiquement dans une salle de montage. Il faut l'être, évidemment, à des moments importants. Mais moi je sais que j'aime bien, par exemple, ma manière de fonctionner. Moi j'aime bien en permanence dire, en fait, je veux le work in progress, je veux tout le work in progress. Je préfère avoir 30 versions différentes. Mais au moins je sais où se situe la personne et dans quel état d'esprit elle est et comment elle déploie ou pas ses ailes, plutôt que dans 2 mois on regarde une version quand tu considères qu'elle est satisfaisante. Ça peut être très dangereux et on peut perdre beaucoup de temps parce que la personne peut être perdue dès le début. On a parfois des réalisateurs qui en salle de montage veulent pas te montrer les 15 premières minutes parce que et c'est pas possible. Non, on a besoin de voir. C'est pas possible ça. Bien sûr. Et l'autre truc, alors moi j'aime beaucoup le cinéma, donc j'aime lire les interviews de réalisateurs de cinéma que j'affectionne. Et c'est Darren Aronofsky, j'espère que je le cite bien, qui a fait Requiem for a Dream, etc. Enfin voilà, et qui disait sur la sacralisation des images. En fait, je trouve que c'est très juste parce que souvent le danger, c'est surtout au début, on est amoureux de ces images, on est amoureux de tout. Non mais c'est vrai, on est incapable de couper parce que tout se mélange, parce que forcément on vit des émotions fortes. Ces émotions fortes, parfois la caméra ne les retranscrit pas. C'est juste vous. Et là, donc dans ces cas-là, il faut savoir se le dire et se dire en fait la séquence, tant pis, elle restera dans ma tête. Mais je l'ai pas. Et lui disait ça, il disait voilà, tant que j'ai pas coupé ma scène préférée de mon film, je n'ai pas fait mon film. Ouais. Voilà. Moi j'avais des monteurs qui me disaient tu te rends pas compte, couper c'est mourir un peu. Je dis, la bonne nouvelle c'est qu'à la fin de la journée personne ne sera mort mais on aura un bon film donc couper. Est-ce que vous avez des devoirs cet après-midi, ce soir et demain? Merci tout le monde.